Bonjour Hugo Von Bulle. Bonjour, très heureux d'être là. Bienvenue dans B2B. Nous vous recevons alors que vous fêtez les 30 ans à la direction de Claval Europe, basée en Suisse, à Romalène sur Lausanne. Claval, c'est un leader mondial des vannes, ces appareils qui, dans votre cas, permettent de contrôler un fluide, un liquide, un gaz, et certaines pièces que vous fabriquez pèsent plusieurs tonnes. On les trouve dans l'industrie, la marine, l'aviation ou encore les réseaux d'eau, des clients dans le monde entier. L'entreprise est américaine, mais aussi donc présente en Suisse. Vous nous expliquerez en détail comment ça fonctionne, comment aussi vous affrontez la nouvelle mondialisation façon Donald Trump. Mais d'abord, on va faire plus ample connaissance et découvrons le secret de la longévité d'Hugo Von Bulle, 30 ans à la tête de l'entreprise. C'est la partie portrait. Hugo Von Bulle, commençons par le début parce qu'il y a beaucoup à raconter. Vous êtes en effet assez peu présent dans les médias. Je dirais à deux exceptions près, un peu de visibilité en 2020 quand vous avez pris part à la campagne en faveur de l'initiative pour les multinationales responsables, un peu à contre-courant de votre père. Deuxième exception, les lecteurs de la GFI vous retrouvent de temps en temps dans les chroniques que vous signez avec Xavier Comtesse. Xavier qui fait un indispensable travail de veille économique et d'innovation. Mais donc revenons au début. Vous êtes né aux Pays-Bas. 25 ans plus tard, à Lausanne, vous décrochez un diplôme d'ingénieur à l'EPFL. Ce sont les études qui vous ont fait venir en Suisse ? Non, ce n'est pas les études. Actuellement, mon papa était un trader à la bourse de Chicago. Et il tradait tout ce qui était soyabine. Et dans les années 60, ces sociétés américaines, elles avaient un îlot réglementaire et adapté pour faire ce genre de choses sur l'arc lémanique. Donc c'était très bon. C'était comme Cargill, Bunge... Tout le monde la même chose. Tous les géants. Et il faisait partie d'une société qui s'appelait Anderson Clayton. On en reparlera peut-être juste après. Un autre Clayton. Un autre Clayton. Et donc c'est lui qui fait venir la famille en Suisse ? Alors oui, j'avais 6 ans. Vous vous souvenez encore ? Vous avez des souvenirs arrivés à 6 ans ? Oui, le premier avion. Oui, on se souvient parce qu'on trouvait qu'il y avait beaucoup de portes pour les hublots. Non, on se souvient. Et ensuite, comme toujours, ma maman elle est décédée, mais elle était institutrice. Alors, comme tous ces gens qui migrent, il dit « on va rentrer dans 2-3 ans ». 50 ans, un peu plus tard, enfin 60 ans plus tard, on est toujours là. Tout le monde est devenu suisse ? Sauf mon frère aîné, malheureusement décédé, mais lui, il avait gardé le passeport. Mon autre frère, Frank Van Buelle, il est devenu suisse aussi, comme moi. Qu'est-ce qui vous a fait faire des études d'ingénieur et pas de trader comme votre père ? Écoutez, je suis un petit peu le mouton noir. À l'époque, mon frère s'occupait de tout ce qui était fret de bateau, notamment sur le port de Rotterdam. Mon autre frère a quitté l'université très vite pour vendre des glaces et des fruits et légumes. D'ailleurs, je suis sûr que vous en mangez, des siens. Et moi, j'ai gardé le côté ingénierie. J'aime beaucoup l'ingénierie, le côté un peu matheux. Comme ça m'a toujours plu. Et avant de revenir sur votre secret pour rester 30 ans chez Claval, quelle expérience professionnelle vous avez pu acquérir ? Alors peut-être avant ça, j'avais travaillé comme beaucoup d'ingénieurs dans des grands bureaux d'ingénieurs conseils. Et c'était pas si intéressant que ça, parce que je me suis retrouvé très vite à écrire des rapports. Et j'avais travaillé sur les décharges en Belgique, où notamment la pharma hollandaise mettait des tas de saletés dans les sablières, et ça avait créé beaucoup de problèmes. Alors, il y avait plus d'avocats, d'assistants du Premier ministre dans la salle pour écouter. C'était pas très technique, c'était beaucoup de justification. Ce qui vous manquait, c'était de fabriquer ? Fabriquer quelque chose, faire un produit, ça c'était quelque chose, c'est toujours mon rêve. Mais c'est clair, les ressources nécessaires pour des fonderies et des choses comme ça sont immenses, quoi. Comment est-ce que vous avez croisé la route de Claval ? Ça s'est passé de quelle manière ? Alors ça s'est passé un petit peu par hasard, et là je vais trahir un petit secret. Juste après mon MBA, j'ai commencé chez Claval.
Et en fait, j'avais lu un article, puis j'ai dit, Claval, les vannes Clayton, ici, enfin, ça me paraissait... C'est le deuxième Clayton. Oui, les vannes Clayton. Et puis, j'ai dit, ils sont ici, à Lausanne. Enfin, ça me paraissait fou, quoi, parce que je savais que c'était une société américaine. Et là, je me suis engagé, malheureusement licencié. D'accord, parce que je ne me suis pas du tout entendu avec les directeurs de l'époque. Et bien quelques années plus tard, en fait... Ils sont venus vous chercher ou oui, exactement. En fait, il y a une personne aujourd'hui, vous allez parler de longévité, il y a une personne qui a M. Mario Ducomin, 91 ans, qui vient encore 2 fois par semaine, en fait, au bureau. Et là, ça a recommencé. Et là, lui m'avait dit, rencontrez Martin Piquet. Et c'est avec lui que j'ai vraiment fait ma carrière. C'est le président. C'est le président CEO du groupe. Et j'ai dit, Martine, j'ai de mauvaises expériences avec les contrats. Et j'ai toujours pas de contrat. Je suis toujours en probation. Enfin, 30 ans plus tard. Voilà, ça s'est passé. Ça, c'est la jolie histoire. Qu'est-ce qui fait qu'on reste 30 ans dans une même entreprise à un moment où tout est sans cesse bouleversé? Alors justement, je pense que ces entreprises, les gens ils disent 30 ans dans la même. C'est pas du tout la même. En fait, il y a des cycles, on en parlera un peu après, mais c'est à peu près la vie d'un chat, 5 à 7 ans. Et l'entreprise change. Et vous avez une autre entreprise. Et sans arrêt, ça se passe comme ça. Elle peut changer avec les mêmes employés? Elle peut changer avec les mêmes employés, pas toujours. Les employés grandissent, changent aussi. Mais les gens qui ont commencé avec moi il y a 20, 25 ans, ils sont toujours là. Qu'est-ce qui vous motive à rester, à la diriger? La technologie. Essentiellement la technologie. Et l'eau, c'est un sujet passionnant. Et après, toute la culture de l'entreprise, on en reparlera un petit peu après, on a pu la façonner. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. On ira en détail sur ce que vous faites au quotidien, mais avant, parlons de manière plus générale de votre vision de l'économie. Je crois que vous rentrez des États-Unis, de Californie, où est basé Claval. On a fêté les 90 ans du groupe. C'est pour ça que vous y étiez? Oui. Et au conseil d'administration aussi, et à l'Assemblée générale des actionnaires. Actionnaire dont vous êtes maintenant parti? Vous faites partie ou pas? Oui. Ça s'est fait comment de devenir actionnaire d'entreprise? Non, on n'est pas actionnaire. Tous les employés s'est séparés. La famille est complètement séparée du business, des managers professionnels. Et en fait, on joue la même chose que les entreprises. Au lieu d'avoir des stock options, on a des fantômes stock options, mais le principe est le même. Donc vous touchez des dividendes si l'année était bonne, hein, exact. Et donc vous étiez il n'y a pas très longtemps en Californie. Quelle est l'ambiance là-bas? Qu'est-ce que vous retenez de ce séjour? Je crois qu'il y a 2 choses. D'abord, ce jour même, c'était juste incroyable. Et il y a une personne de la vidéo qui a fait un peu le tour du monde. Et à un moment donné, ils ont posé la question aux gens. Puis il a fait défiler les visages des gens, donc dans la vidéo. Et on retenait 2 choses. Excellence, innovation. C'était juste incroyable. Et des gens qui sont là aussi depuis un certain temps, comme des nouveaux. On engage beaucoup de nouveaux, j'engage beaucoup de jeunes, et on leur fait confiance. C'est lié à la culture de Claval ou c'est quand même un esprit californien particulier qui est là? Je crois que la mentalité californienne, à la base, c'est quand même de regarder l'opportunité avant le risque. Là, il y a une structure mentale américaine qui est juste. Vous êtes empowered, vous revenez, vous dites ouf. Ça vous redonne un coup de fouet. Un coup de boost. Ouais. Bon. Eh bien, très bien. On va regarder en détail, dans la deuxième partie entreprise, ce que vous fabriquez au quotidien. Claval, je le disais, c'est une entreprise familiale, mais assez discrète. Elle publie très très peu de chiffres. On sait quand même qu'elle a été fondée en 1936, d'où les 90 ans que vous évoquiez. En Californie, elle est présente en Suisse depuis longtemps aussi, 1983 à Romanel-sur-Lausanne. C'est le centre Europe, Moyen-Orient, Afrique. Le fondateur, c'est un Donald Griswold. Il était ingénieur et puis donc c'est lui qui a notamment breveté cette vanne à membrane dite Clayton. Clayton, C-L-A-Y-T-O-N, et puis on raccourcit, ça devient Claval avec les valves pour les vannes en anglais. En quelques mots, une vanne, ça sert à quoi, Hugo Von Buell? Alors, très certainement, la majeure partie des auditeurs qui nous regardent ou nous écoutent, par la force des choses, lorsqu'ils prennent une douche le matin, ils boivent l'eau au robinet, cette eau, elle est passée par une vanne.
La différence d'une vanne, les gens comprennent bien ce que c'est une vanne d'arrêt, un petit volant, on tourne et on ouvre. On ne fait pas du tout ça. Ça, c'est du kilo de fonte. Ce que nous, on fait, c'est des petites machines hydrauliques qui vont, par exemple, régler une pression. Ça veut dire qu'on désire avoir une pression maximum de temps, peu importe la fluctuation de pression à l'amont, à la sortie, quel que soit le débit, on veut régler la pression. On a 5 plateformes de produits. L'eau potable, qui sont toutes les municipalités, Lausanne, Genève, tous les gens qui sont autour de nous, qui sont très connus. On a des grands contracteurs comme le groupe Suez, Veolia, SOR en France, par exemple, l'Angleterre et ainsi de suite. Première plateforme. Deuxième plateforme, défense incendie. Tout le monde sait ce que c'est un réseau sprinkler. Tout au début du réseau sprinkler, il y a une pompe. Derrière cette pompe, il y a une vanne. Et très souvent, ce sera la nôtre. Après, on fait encore du fueling pour les avions. Par exemple, toutes les bases de l'OTAN, c'est nous qui faisons le refueling des avions de combat. Alors, c'est très, très particulier. C'est la F1 pour Claval. C'est très risqué. C'est un métier très risqué. Pourquoi c'est risqué ? Parce que généralement, on fait ce qu'on appelle du hot refueling. Ça veut dire le pilote arrive avec son FA-18 ou le F-35. Il est armé, on le refuel et les réacteurs tournent. Donc, c'est dangereux. Risque d'explosion, c'est ça le danger ? Le risque d'explosion, bien sûr. Un FA-18, c'est 100 millions. Donc, avec le pilote et sa formation. Donc, voilà, on sait ce que ça veut dire. À Romanel, c'est 100 employés, 700 à peu près dans le groupe. Mais à Romanel-sur-Lausanne, qu'est-ce que vous concevez ou vous fabriquez ? Alors, on fait deux choses. On a 2 centres de recherche et développement dans le monde. Il y en a un en Californie, mais eux, ils sont beaucoup plus sur la notion de tout ce qui est le fueling, ce qui touche aux avions. Pourquoi il y a Boeing, c'est beaucoup plus simple. Nous, on est beaucoup plus sur l'électronique. Toute l'électronique pour le groupe dans le monde est développée ici, ainsi que tout ce qui va avec, les plateformes qui vont avec. Alors qu'on pourrait se dire, a priori, la Californie, il y a Google, tout le monde est là. Le problème, c'est que ces gens, on ne peut presque pas les payer. Ceux qui vont chez Google, ils créent un tel biais dans le marché du développement, beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. C'est aucune chance. Et attention aussi, en Suisse, il ne faut pas oublier quelque chose, la formation, elle est excellente. Pour des gens techniques, il y a une excellente formation de base. Fin 2024, dans la GFI, vous écriviez que la moitié de votre activité se trouvait à ce moment-là dans la péninsule arabique. C'est toujours le cas ? C'est toujours vrai. Elle explose complètement, la péninsule arabique. Il faut comprendre que les gens, là, quand ils ont un désert, ils dessalent l'eau et ensuite ils la transportent. Et c'est des travaux immenses. Les derniers grands travaux qu'on a faits, c'était juste à côté, c'est l'Égypte, c'est New Capital, 6 millions d'habitants, une ville complète qui sort de terre. Et on a préparé toute la partie hydraulique pour ça. On est sur Neom, évidemment. Neom, c'est cette nouvelle ville en Arabie Saoudite ? La ville elle-même, c'est The Line. Neom, en fait, c'est une région et puis qui est composée de différentes choses. Ils sont en train de le restructurer aujourd'hui. Je crois qu'ils ont vu beaucoup trop grand. Oui, notamment cette ligne, The Line, qui est un projet futuriste. Futuriste. Mais ça ne change rien au principe même qu'il faut amener l'eau. Il faut transporter l'eau. La première chose qu'il faut, c'est l'eau. L'eau, l'énergie. Et donc des vannes de Claval. Des vannes de Claval qui vont réguler ça. Claval, dans le monde, c'est combien de concurrents directs ? Au bas, moi, je pense, des gros concurrents, il y en a une quinzaine. Et puis après, secondaire, on peut aller jusqu'à 50, 60. Les brevets, c'est très facile, faire du reverse engineering sur une vanne. Vous mettez la pièce. Quelques jours plus tard, vous faites une vanne. Mais maintenant, il y a tout ce qui va autour. Le client, il ne vient pas en demandant « je veux ce modèle de vanne ». Il vient, il expose son problème. Et nous, on crée une vanne pour lui. Ça, c'est ce qu'on appelle « customized ». Pour donner une idée, on a environ 4000 fonctions hydrauliques de vannes différentes. Et ce n'est pas nous qui les inventons, c'est le client qui nous le demande. Donc après, combiner tout ça avec des serveurs, des plateformes, de l'électronique, c'est pas si simple. Qu'on comprenne, vous dites 4000 fonctions, mais une vanne, c'est pas simplement régler la pression, comme vous l'évoquiez tout à l'heure ? Non, ça peut régler la pression, mais par exemple, je vous donne un exemple. Mettons que à l'amont de cette vanne, il y a une petite ferme un peu plus loin qui voudrait garder l'eau. On va régler la pression, mais on va faire un limiteur, en fait, de pression amont. Puis on va dire, on veut maintenir un minimum de pression amont de manière à ce que les vaches, au bout, puissent boire.
C'est imagé, mais c'est exactement ça. Et on combine ensuite des fonctions les unes sur les autres, et on ajoute de l'électronique, On va revenir à la technique dans un instant, mais juste avant, là c'était dans PME Magazine en 2020, vous parliez de l'industrie 4.0. 2020, même s'il y avait déjà eu le premier mandat de Donald Trump, on était encore dans l'ère du just in time, le juste à temps. Mais aujourd'hui, avec la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump, on est plutôt dans le just in case. On prend des précautions et on est moins en flux tendu dans les chaînes de production. Pour vous, qu'est-ce que ça a changé, cette nouvelle donne commerciale ? Il y a deux choses qui ont changé. Premièrement, les règles imposées par Donald Trump visaient la Chine. Nous, on a une grande partie de la faible valeur ajoutée qui est faite en Asie, pour nous. Ça veut dire les fonderies. À un moment donné, on regardait les fonderies. Ça n'avait aucun sens de faire de la fonte ici en Europe. C'était très mal vu. Il n'y a plus de fonderie à Lausanne. Il y a plus. Non. Et ce serait très, très compliqué avec les lois environnementales. Donc tout ça, c'était bougé en Chine. Toute la peinture, l'époxage, c'était bougé en Chine. Faible valeur ajoutée, ce n'est pas une solution. Alors Trump, il a dit, la Californie, vous allez payer tant de taxes. Mais toutes ces pièces, en fait, on a dû rerouter toutes les pièces par le Canada, travailler complètement différemment. Nous, la même chose, quand on a eu les 39% de Donald Trump, on a fait... Contre la Suisse, le 1er août 2025. C'est arrivé. Et en fait, je crois qu'avant de commencer à s'affoler avec ça, on a regardé, puis on dit, quelle est la structure du prix de transfert ? Trump, il veut le matériel, pas le service. OK. Alors, on va rediscuter, en fait, le prix de transfert, le réfléchir différemment. Mais à la fin, les choses se calment. Mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'à-coups. D'être retourné à 15%, ça vous a quand même soulagé. C'était en novembre que ça a été décidé. Oui. C'était... Et globalement, on en est autour de 8. 15%, c'est la moyenne mondiale aujourd'hui. Et vous pensez que c'est stable ou il faut se préparer maintenant à une incertitude en permanence ? Il faut demander au psychiatre de M. Trump, mais la stabilité du personnage. Non, je pense qu'il emploie ça comme une arme puissante. Vous savez, tout au début, quand Trump est arrivé, les gens aux États-Unis m'ont dit « Comprends comment ça fonctionne. Il est de New York, de l'immobilier. Il cogne quelqu'un dans le nez et après il parle. » OK. Quand on commence à comprendre la logique, ça aide beaucoup. Mais à son corps défendant, j'aimerais quand même ajouter quelque chose. Il y a des choses qu'il a fait qui étaient très bien. Par exemple ? Alors, je vais vous donner un exemple. Sous l'administration Biden, peut-être un peu plus démocrate ou de gauche, je ne sais pas comment on voudrait la qualifier, des fonctionnaires venaient chez nous et puis prenaient par exemple un département, l'emballage. Ils regardaient dans l'emballage, 23 personnes y travaillent, et il y avait 9 personnes blanches. Ils disaient discrimination, mais à l'envers. Vous n'avez pas assez d'Américains. D'accord ? Il dit, on va settler. Donc le but, c'est pas $800 000. Trouver un accord. $800 000. $800 000. Négociation, 300 000. Trump, un des premiers décrets qu'il a signés, c'était de virer tout ça. Et il a très très bien fait. C'était abusif. Tous les systèmes légaux servaient finalement à faire de l'argent sur le dos des entreprises. Et les gens sont revenus pour la petite histoire. On a montré le décret, puis on a dit la porte. Et ça, c'était bien vu. Maintenant, beaucoup de choses. Ils voient les choses justes, mais la manière, je crois qu'on peut en parler, ça. En ce moment, c'était une année facile pour vous de croissance ou c'est difficile ? La croissance, elle a été excellente. Elle n'était pas aussi bonne qu'espérée parce qu'on voulait, évidemment, c'est une année record, mais on voulait quand même pouvoir travailler plus sereinement. C'était chaotique au niveau du management, c'était compliqué. C'était très compliqué, très stressant. Il y a des records en termes de chiffre d'affaires ? Oui, le chiffre d'affaires énorme. Donc c'est une des industries, elle fait environ 330 millions de chiffre d'affaires. Et on fait partie des gens qui ont une chance, on travaille à peu près avec 36 à 37% de marge opérationnelle. C'est phénoménal. On est bientôt au niveau de Ferrari. Vous parlez de 300 millions ou milliards ? Non, 330 millions. C'est une PME. Dans cette PME, il y a de l'intelligence artificielle. Vous avez brièvement évoqué la technologie tout à l'heure, mais qu'est-ce que l'IA, par exemple, a à faire avec des vannes ?
Alors peut-être si je fais juste un retour en arrière. On en a parlé avant des 30 ans puis de la fidélité. Il y a toute une première période qui consiste à rééquilibrer les coûts. En 1994, ce groupe était en faillite. Chapter 11, c'était presque fini. Et en fait... Deux ans avant votre arrivée, hein? Bon, j'en avais entendu parler, puis j'ai dit, OK, c'est dommage, parce que c'était vraiment un beau produit. Et le président actuel, en fait, est arrivé, le CEO est arrivé, puis il a discuté avec le fondateur, le fils du fondateur, et lui, il voulait le racheter. Puis le fils du fondateur, il dit, est-ce que tu as fini la discussion? Mais puis il dit, oui, j'ai fini. OK, moi, je cherche un CEO. Puis vous voyez, les États-Unis, quoi. On change les chaises de côté, et il est parti. Puis il faut un gars en Europe. Puis comme moi, j'étais venu pendant une petite période jusqu'à ce que je me fasse licencier, le fameux Mario Ducommun, il a dit, il faut que tu parles à Hugo Van Buel. Et puis là, on s'est serré la main, puis on dit, on va y aller. Ça, c'était la logique. Première partie, coûts, travailler sur les coûts. C'était complètement fou, bouger des choses, aller voir ailleurs dans le monde. Et ça dure 5-7 ans. La deuxième partie, c'était l'expansion territoriale, diversification géographique. L'Afrique, le Moyen-Orient, etc. Troisième, les différentes plateformes, donc de produits. Quatrième, l'innovation, et ce n'est pas toujours séquentiel. Et cinquième, c'est l'IA. Donc maintenant, vous êtes dans le dernier secteur de l'IA. C'est pour ça que quand vous dites est-ce qu'on s'ennuie, non, parce que chaque fois, c'est nouveau, quoi. Il y a un exemple concret de l'utilisation de l'IA que vous faites? Alors, on a une plateforme qui s'appelle Link2Valve. On a à peu près 60 000 vannes qui sont connectées à nos produits. Et on a mis, en fait, l'intelligence artificielle. La première chose, c'est la documentation. On a environ 50 000 pages de documentation. Tout ça, ça a été scanné. Les gens peuvent immédiatement poser une question, un LLM classique. Deuxième niveau, on a 240 000 photographies de vannes. On a fait un petit moteur d'apprentissage rapide pour essayer de reconnaître une vanne, pour aider le client. Et le client a accès à cette plateforme, elle est gratuite. Et le troisième niveau, c'est quand les gens rentrent des éléments dans une base de données. En fait, ils tapent toutes ces choses, c'est frustrant. Enfin, personne ne veut faire ça. Vous imaginez, vous avez une installation, vous en avez 20. Vous en faites une de vanne. Puis vous dites au système, fais les 19 autres. Et ça, on a un agent. Et l'agent va finir de remplir les choses. Donc, on travaille déjà sur ces 3 niveaux. Et ça vous aide à faire quoi? À améliorer la main? L'expérience client, beaucoup plus puissant. Parce que et surtout, c'est en multilangue. Un Indien qui se trouve, il peut directement dialoguer dans sa propre langue. Donc on peut juste choisir la vanne qu'on souhaite avoir? C'est pas la vanne qu'on peut choisir, c'est la vanne qu'on cherche à entretenir à travers la plateforme. Mais on peut avoir une meilleure information. Meilleure maintenance. Et puis là, maintenant, la plateforme peut dialoguer avec la personne dans la bonne langue. Enfin, c'est le rêve. 27 langues en Europe, quoi. C'est juste incroyable. Le temps file vite. Quelques mots pour conclure sur les conditions cadres. Dans quelques interviews passées, j'en ai retrouvé une de 2011. C'était une époque où vous aviez fait votre budget, vous disiez, avec 1 euro qui valait 1 franc 35. Aujourd'hui, on est presque à 90 centimes. On a 0,76. Pour le dollar. Pour le dollar. Comment est-ce que vous arrivez à résister à cette appréciation du franc? Quand j'ai commencé, j'ai rapidement fait un calcul. On a divisé à peu près la valeur d'une vanne par ordre de grandeur 7 à 8 dans le monde. On augmente nos cadences, on améliore notre productivité, et c'est la manière dont on fonctionne. J'entends des politiciens qui disent on a un problème de recettes, puis les autres ils disent non, on a un problème de charge. D'accord? Je crois qu'on a un problème sur les deux, toujours. Et il faut travailler un peu comme à chasse-neige, avancer partout où on peut gagner quelque chose. Il y a très peu de choses disruptives. Maintenant, nous, ce qu'on a fait, les brevets qu'on a posés, c'est peut-être disruptif dans certaines choses. L'IA, dans une certaine mesure, devient disruptive. Mais l'implémentation de l'IA au sein d'une organisation, c'est quand même long. C'est pas juste un copilote, Microsoft, ou une traduction de lettres. Mais c'est des outils qui vous permettent de résister à la force du franc? Oui, parce qu'on crée de la valeur ajoutée. Comme exemple, Saudi Aramco, qui est une des plus grandes sociétés du monde, on est sole source supply. Ça veut dire qu'on est les seuls où on est agréé pour la défense incendie sur leurs installations. Parce qu'on apporte en fait un know-how et une technologie qu'on peut trouver pratiquement qu'en Suisse, qu'avec les gens qui travaillent chez Clavel. Ils sont prêts à en payer le prix. Correct. Je dis toujours aux concurrents qui arrivent ou les gens qui arrivent, je dis, essayez de battre cette équipe. Merci beaucoup, Hugo Van Buel, d'être venu dans B2B. On a presque terminé avec vous, mais il vous reste d'abord à répondre au questionnaire de Proust.
Si vous n'étiez pas vous-même, qui aimeriez-vous être? Je pense le président Martin Piquet de notre groupe. Quelle figure parmi les entrepreneurs suisses ou étrangers vous inspire? C'était M. Hayek. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui crée son entreprise? De bien évaluer, de faire la différence entre le produit et le marché. B2B avec Business de Net Plus. Téléphonie fixe, mobile et Internet pour les professionnels. La proximité d'un réseau local. business.netplus.ch